Bonjour Véronique, Bonjour Antoine. merci beaucoup de nous accueillir ici. On est dans le chai du château Aubailly et c'est un plaisir de venir vous voir. Alors on s'est croisés dans un événement, dans un dîner il y a, je sais pas, 2 mois, 3 mois, et je vous ai dit que j'aimerais beaucoup venir vous voir et vous m'avez dit on s'envoie un mail et c'est fait 2 mois plus tard. Voilà. Je suis avec vous, donc ça a été rapide. Merci de nous accueillir. Alors on va parler de plein de choses parce qu'il se passe beaucoup de choses à Aubailly. Vous avez la chance d'avoir plusieurs trésors, votre vin évidemment, mais le chai qui est arrivé, les vieilles vignes dont on a parlé aussi au cours de la visite. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Alors je suis Véronique Sanders, j'ai l'incroyable privilège d'œuvrer aux Destinées de Aubailly depuis pas mal d'années puisque je suis arrivée ici en 1997 en tant que stagiaire, et que quand ma famille a vendu la propriété en 1998, j'y suis rentrée à plein temps pour le compte de Bob Wilmers et je gère cette propriété depuis le millésime 2000. Ok, donc c'est votre famille qui avait Aubailly auparavant, Absolument. et donc vous avez toujours grandi dans le vin? J'ai grandi dans le vin, mais j'ai fait aussi d'autres métiers avant, Ok. parce qu'il y avait peu de femmes quand je démarrais Mm. et donc je suis passée par d'autres métiers et d'autres villes avant d'arriver ici. Ici, c'était un choix de cœur et de passion. Ok, et avant c'était quoi? C'était plus dans le commerce, dans l'ingénierie, enfin qu'est-ce que vous avez fait avant ça? J'ai travaillé dans les études de marché, dans la Ok. sémiologie, dans une grande agence de publicité à Paris et puis aussi à Prague et en Allemagne, à Hambourg, avant de revenir ici pour reprendre les études et faire le diplôme du DUAD Ah à oui, ok. l'université d'œnologie, voilà, pour démarrer Ouais. un nouveau projet. Et donc comment ça se passe quand on arrive stagiaire ici, de stagiaire à présidente en 20 ans, c'est des parcours qui font rêver parfois sur, sur des CV. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive comme stagiaire ici en 97? 97, oui, mon grand-père était encore aux manettes et je suis convaincue que pour bien connaître un métier et une entreprise, il faut passer par toutes les cases. Donc c'était une chance évidemment de pouvoir travailler dans les vignes, dans le chai, pendant les vendanges, de faire un peu tous les métiers qu'on doit faire pour mieux comprendre ce que fera en fait, ce que feront en fait tous les membres de l'équipe Mmh. après. Et ça m'a toujours servi. Donc en fait 97 c'était un petit peu un moment touche à tout à ce moment-là, ou vous étiez quand même spécialisé sur un élément? Non, je Ok. suis venue vraiment pour apprendre, Ok. donc d'abord pour recevoir pendant des visites en fait, Mhm. pour donner des visites et puis aussi pour faire les vendanges, pour faire les vinifications, donc voilà, j'ai commencé, par le b.a.-ba et on a un métier qui est incroyablement complexe et riche puisque, on ne fait jamais de suite la même chose. On peut passer, une journée entière dans les vignes, à étudier plein de choses, être dans les chais ensuite pour les vinifications, ici dans cette salle quand on fait les dégustations d'assemblage, et puis voyager, recevoir du monde, s'intéresser à l'architecture. Donc on a cette incroyable chance Mhm. d'avoir un métier d'une richesse phénoménale. C'est vrai que ça, c'est un élément qui est fascinant quand on discute avec des personnes qui travaillent dans le vin, en particulier les personnes qui le font, c'est que elles ont à la fois les pieds dans la terre, mais en même temps, il se passe tellement de choses tout autour. Les voyages, effectivement, ça en fait partie. Il y a assez peu de personnes qui ont un produit agricole et qui ont la chance d'aller le vendre dans le monde entier, et d'aller en parler dans le monde entier. Donc ça, c'est un des éléments moi qui me fascine comme composant du Absolument, vin. quand on regarde l'histoire des vins de Bordeaux, ça a toujours été en fait, puisque la raison pour laquelle nous vendons nos grands vins à l'étranger, elle remonte quasiment au Moyen Âge, quand la France n'avait pas de route et que donc on ne pouvait pas boire de vin de Bordeaux à Paris, par exemple. Donc la plupart de nos vins étaient expédiés par bateau dans des tonneaux aux quatre coins du monde, d'abord en Angleterre, bien sûr, puis dans toute la Ligue hanséatique et puis assez rapidement en Inde et puis aux États-Unis et ainsi de suite. Donc il y a une très grande tradition d'export pour les grands vins de Bordeaux, sachant que la France est évidemment un marché tout aussi important et que nous sommes aussi distribués dans de très belles maisons, que ce soit d'excellentes tables ou de superbes cavistes. Donc, vous arrivez ici en 97 en tant que stagiaire. 98, vous passez à plein temps ici. Euh,
Est-ce que c'était déjà avec l'objectif de, plus tard, diriger le domaine? Donc vous m'avez dit quoi, 3 ans plus tard ou? Oui, Bob Wilmers achète Obéi à ma famille en juillet 98. Je lui soumets ce rêve de diriger Obéi, et il a cette audace incroyable de me dire: «Pourquoi pas?» Et il propose à mon grand-père de rester 2 ans pour le temps que j'apprenne encore davantage à ses côtés, et puis il m'avait dit: «Si tout va bien, 2 ans plus tard, vous aurez les clés». Et c'est Incroyable. exactement ce qui s'est passé. Pour moi, c'est un peu une mission, hein. Obéi, c'est plus qu'un travail, c'est plus qu'un métier, c'est quelque chose que je fais par passion, et ça nous dépasse parce qu'on est simplement des passeurs finalement, on est des protecteurs de ce terroir, protecteurs de cette propriété. Notre objectif premier, c'est de faire des très grands vins qui seront toujours très grands quand nous-mêmes nous ne serons plus là, et puis de transmettre aux générations suivantes un patrimoine qui doit être dans un état impeccable. Mmh. J'ai eu la chance de recevoir un terroir exceptionnel et magnifiquement entretenu, et donc je fais tout mon possible pour que ce terroir soit encore davantage sublimé et transmis dans d'excellentes conditions. Voilà. Et donc c'était pas, au moment où votre famille fait cette transaction, c'était pas écrit que ce serait vous qui reprendrez? C'est vous qui êtes allé dans le bureau et qui a dit: «Bah, en fait, moi j'ai quand même envie de pouvoir faire ça»? Oui, c'est vrai que c'est C'est atypique incroyable. comme chance, Ouais. mais je crois que Bob Wilmers et mon grand-père se sont merveilleusement entendus. Ils se Mmh. sont fait aussi confiance, et puis, voilà, quand on a un rêve, il faut le réaliser, et Bob Wilmers m'a donné cette chance de pouvoir réaliser ce rêve. Incroyable. Et donc 2 à 3 ans plus tard, là, c'est le moment où vous faites un peu le point. Tout va bien, je suis resté pendant 2 ans, j'ai bien bossé et tout et là, il vous dit, «It's yours». Voilà, donc là, en 2000, ça y est, mon grand-père se retire, et j'ai entièrement les clés, et tout à l'heure, vous étiez dans les vieilles vignes. D'ailleurs, et une des premières décisions que j'ai prises, ça a été de trier ces vieilles vignes, hein, puisque ce sont des parcelles qui sont, un trésor, qui avait été planté par Alcide Bello des Minières à l'époque, qui avait une recette particulière qui était de mélanger 6 cépages. Et d'ailleurs, il y a un siècle, les vins d'assemblage à Bordeaux, étaient faits dans les vignes. Et en 2000, mon grand-père ramassait toujours tout en une fois, et c'était déjà exceptionnel. C'était déjà le cœur des grands vins. Et en 2000, une des premières décisions, c'est qu'on va trier ces vieilles vignes et on va les ramasser en 2 temps. D'une part, les cépages précoces, et puis, un peu plus tard, les cépages tardifs, pour gagner encore en précision au niveau de Mmh. la maturité voilà, de chaque cépage. Donc, ça a démarré très fort tout de suite. Mais ça, c'est un des éléments d'histoire que vous avez ici à Aubaye, justement, ces vieilles vignes. Parce que bon, non seulement elles sont vieilles et très anciennes, ce qui est déjà, remarquable, enfin il y a certains pieds qui ont, quoi, une centaine d'années, Qui ont 120 ans même. 120 ans, Ouais, ouais. donc bon, enfin c'est un trésor, en tant que tel. Mmh. Mais ce qui est d'autant plus remarquable, c'est le fait que, il y ait ces 6 cépages différents, qui sont pas d'ailleurs tous typiques du bordelais. Enfin, je crois qu'il y a du carméner, si je dis pas de bêtises? Oui, c'est ça. Bello des Minières avait cette recette magique de planter 1/12 de Merlot, 1/12 de Cabernet Franc, 1/12 de Carmener, 1/12 de Malbec, de petits verres d'eau, et 7/12 de Cabernet Sauvignon. Donc toujours, bien sûr, une majorité de Mmh. Cabernet Sauvignon, et au Bailly est un domaine qui a une majorité de Cabernet Sauvignon, comme la plupart des grandes propriétés de la rive gauche. Mais il avait aussi ce génie, d'y mettre, d'autres cépages qui chacun amène une touche à l'édifice et une complexité à l'assemblage qu'on fait. Et donc, avant que vous arriviez, tout était récolté ensemble, vinifié ensemble. Mmh mh. Aujourd'hui, c'est des petits rubans qui sont mis, sur les vignes, si j'ai bien suivi la visite qu'on a fait, précédemment, qui permettent de justement distinguer ces périodes de récolte. Voilà, et ces petits rubans vous montrent qu'à Aubailly, on ne travaille pas à l'échelle, d'une parcelle, mais à l'échelle du pied de vigne. Mmh. Donc il y a ces petits rubans qui vont marquer, le cépage, en fonction de la climatologie de l'été. D'ailleurs, on va le refaire chaque été. Mais il y a aussi, la taille qui est différente pour chaque pied de vigne. Mmh. Donc chaque pied de vigne est le fruit d'une réflexion pour se dire,
comment je traite cet individu qui est vraiment extraordinaire. On regarde son âge, on regarde sa capacité encore à produire, on regarde comment il va, et en fonction de tout ça, eh bien, on va le tailler d'une manière ou d'une autre, et puis on va le ramasser à un moment ou à un autre. Donc voilà, très grande précision toujours à Obéi. Qu'est-ce que vous avez vu ensuite dans le développement du domaine entre 2000 et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des grandes étapes? Bon, le chai est sûrement la dernière d'entre elles, mais est-ce que, enfin, quelles sont un peu ces différentes étapes de développement que vous avez pu voir ici? Alors à Obéi, on est en constante évolution. On a la chance d'avoir une équipe extraordinaire qui passe son temps à se remettre en cause, à douter, à réfléchir, à analyser, à proposer et à avancer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il y a eu beaucoup d'étapes qui ont été franchies en 2000. Et il faut savoir aussi que la climatologie des années 2000 n'a rien à voir avec la climatologie des 6, 7 dernières années qu'on vient de vivre. Donc, on est obligé de s'adapter en permanence. Et l'autre caractéristique d'Obéi, c'est d'être toujours à l'avant-garde, d'être toujours dans la réflexion et d'essayer d'avoir un cran d'avance sur ce qui va se passer par le fruit en fait de cette analyse permanente. C'est un petit peu la méthode Kaizen, vous savez, japonaise, du progrès. Cher à Inoxtag, qu'on pourra taguer dans cette vidéo, ouais. Exactement. Voilà, je crois que c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN de la maison d'être dans cette philosophie du Kaizen, d'évolution permanente pour le progrès. Donc en 2000, on a commencé d'abord à s'intéresser au vignoble et on a fait des fosses pédologiques partout pour vraiment avoir vérifié qu'on avait un vignoble qui était en parfaite adéquation en cépage, porte-greffe et sol et sous-sol. Et ces mêmes fosses, on les a d'ailleurs refaites d'une manière plus précise, plus pointue et avec des outils d'aujourd'hui, il y a quelques années, pour voir comment on allait pouvoir aussi adapter le vignoble au changement climatique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a refait, vous voyez, 15-20 ans plus tard, pour être encore plus pointu. Et puis, on a construit un bâtiment agricole pour être aux normes, pour mettre aussi notre équipe dans de bonnes conditions, puisque le gros de notre équipe travaille à la vigne, hein, donc c'est important. On a très vite, en 2002-2003, adapté aussi notre ancien cuvier, qui était un cuvier qui datait du XVIe siècle et que tous les 20 ans, on adaptait. On l'a à nouveau adapté en multipliant par 4 le nombre de petites cuves pour gagner toujours en précision dans la vinification. Et voilà, on a fait comme ça beaucoup de choses. On a changé le toit du château aussi, qui avait un toit rouge qui était le repère des pilotes d'avion. On lui a redonné son toit d'origine et puis on a fait en sorte aussi que la maison soit confortable, accueillante et qu'elle puisse accueillir beaucoup de monde puisqu'on reçoit aussi, on a la chance de recevoir beaucoup de monde. Et puis assez vite, on a continué et puis on a réfléchi à ce que devrait être Obéi demain, avec tous les challenges qui sont ceux auxquels on doit faire face aujourd'hui, qu'ils soient climatiques, environnementaux, sociaux. Et on s'est lancé dans ce grand projet de réflexion pour adapter le vignoble au réchauffement climatique entre autres, mais aussi au changement climatique en général, et puis avoir un outil technique qui vient être le prolongement du fruit du travail qu'on fait dans le vignoble. Et c'est ce chai que vous avez vu, où là, pour la première fois en plusieurs siècles, on avait une page blanche. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on conserve de l'existant qui fonctionne remarquablement bien, qu'est-ce qu'on garde de nos méthodes artisanales, et qu'est-ce qu'on peut injecter comme innovation, parce qu'à partir du moment où vous avez une page blanche, il faut faire le chai de demain, pas celui d'hier ni d'aujourd'hui. Et ce chai est un outil prodigieux parce que ça nous permet de gagner encore en précision. Voilà. Ouais, il est remarquable. Moi, j'avoue que j'ai jamais vu un chai aussi beau et pourtant souvent, souvent les vignerons sont fiers de nous montrer leur chai, parce que c'est des constructions qui sont engageantes, importantes et tout ça. Et souvent, j'ai trouvé qu'on en faisait un peu beaucoup pour un nouveau bâtiment qui est certes très joli, mais enfin voilà, un nouveau bâtiment, on met des cuves et c'est joli, il y a des belles lumières et tout ça. Autant là, je dois avouer que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi d'aussi beau, propre, propre dans le sens agréable pour travailler. Enfin vraiment, c'est impressionnant. Je trouve que ça met un benchmark dans l'univers du vin. Enfin, moi, si je devais acheter une propriété viticole demain, si je devais avoir cette chance, et dire, les gars, il faut qu'on fasse un chai,
Je pense que je les envoie tous en stage ici. Je leur dis voilà, vous me copiez-collez ça, on fait ça bien et on se fait un chai comme ça. Il faut jamais copier-coller. Non, c'est vrai. Il Non, faut je leur dirais. s'adapter. Je leur Il faut dirais. adapter les choses à ses On besoins. s'inspire. Je leur dirais. Non, chaque propriété est unique et je veux dire, ce chai, on l'a réussi parce que justement, on a réfléchi à nos besoins propres. Et encore, vous venez à un moment où c'est le moment le plus austère de l'année, donc je vous invite à revenir au printemps, en été, en automne, parce que c'est un chai qui est complètement intégré dans la nature, dans l'environnement, et c'est un chai qui est un jardin vu de l'extérieur. Donc ce jardin, évidemment, au mois de janvier, c'est un petit peu austère, mais c'est malgré tout quand même déjà très beau. Mais quand le printemps arrive, la nature rentre dans le chai, ça c'est magique, et on vit les saisons à l'intérieur du chai, grâce à cette ouverture qu'on a sur l'extérieur, qui à la manière presque d'un jardin japonais, pénètre par ce petit œil de la salle de dégustation. Et donc pour faire ce chai, ce que vous avez fait, c'est, enfin la démarche en tant que telle est aussi ultra intéressante, c'est que vous avez pu mettre autour de la table, je suppose toutes les personnes qui y travaillent. Vous avez eu l'occasion de visiter sûrement d'autres endroits, et en fait vous avez établi un cahier des charges précis de ce que vous vouliez. Oui, absolument. En fait, on a d'abord fait le constat de tout ce qui avait bien fonctionné chez nous pendant des décennies, voire des siècles. Et la première chose qu'on a mis noir sur blanc, c'est tout ce qu'on tenait à conserver. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'expérience de nos ancêtres, et ça, je crois que ça n'est pas à négliger. C'est très important. D'autant plus qu'au Bailly a rarement eu, ou quasiment pas eu, de période de déclin. Donc, ça aurait été une erreur de ne pas s'inspirer des grandes époques, des grands âges d'or d'Aubailly. Et puis ensuite, quand on a visité des vignobles aux quatre coins du monde, il y a une question qu'on posait toujours, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et de là, on a construit notre cahier des charges. Voilà. Et puis on a beaucoup réfléchi à tous les flux de travail, les flux de visite, les flux du raisin, et on a essayé d'optimiser et de donner un certain confort à chacun de ces flux. Voilà. Donc et puis après, la magie du travail de l'architecte qui a su mettre tout ça en musique avec beaucoup de talent, Daniel Roméo, fait que je crois que c'est assez réussi, effectivement. Ouais, là, c'est très fort. Et ça va rester pendant longtemps, parce que l'outil est optimal. Après, il peut être utilisé, justement, il peut survivre, ce que vous disiez, passer l'outil aussi aux générations suivantes. Voilà, on fait un chai pour longtemps quand même. Pour nous, c'est l'aventure d'une vie. C'est un chai en plus qui a été certifié HQE, haute qualité environnementale. Et sur le papier, on avait cette mention magnifique de très bien. Et puis quand ils sont venus auditer, on nous a passé à la mention excellent. Donc ça cochait un peu toutes les cases, que ce soit la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, le confort de travail, la lumière naturelle. Voilà, c'est un peu un concentré. Et puis il y a une sensation d'harmonie, de bien-être. Il y a une acoustique extraordinaire. Il y a même des musiciens maintenant qui viennent jouer dans ce chai parce qu'il y a plein de phénomènes acoustiques magiques qui nous servent d'ailleurs pendant les vendanges parce que c'est très calme, très serein. Et je pense que tout ça bénéficie bien sûr à la qualité du vin. C'est sûr. Au moment où vous êtes arrivé ici du coup en 97, est-ce que votre grand-père vous a dit quelque chose en particulier pour la suite? Ah, mon grand-père. Est-ce qu'il vous a fait un petit plan, un petit... Non, ça marchait pas comme ça à l'époque. Non. J'ai une image peut-être un peu trop romantique. Oui, non. J'ai eu cette chance extraordinaire d'apprendre sur le terrain et d'apprendre en le regardant faire. Et mon grand-père était un homme extraordinaire, qui avait beaucoup de qualités, mais pas forcément cette pédagogie-là. Mais juste en le regardant faire, on apprenait. Et puis j'ai eu cette chance parce que à l'époque, les femmes, on leur donnait pas tellement la parole finalement. Donc j'ai beaucoup écouté et ça m'a servi. Et j'ai toujours considéré que c'était une chance d'être une femme. Et puis ici, on a aujourd'hui une équipe qui est à parité égale homme-femme, ce qui me surprend parce que on l'a fait de manière
totalement inconsciente et involontaire, mais je crois surtout à cette complémentarité entre les hommes et les femmes et cette richesse de différence de cerveau qui fait que quand on les met ensemble, eh bien ça fonctionne mieux. C'est quelque chose que vous avez vu évoluer aussi au fur et à mesure de ces 20 dernières années, cet équilibre ou de manière générale la présence féminine au vent? Je pense que c'est une chance que nos métiers s'ouvrent aux femmes parce Mmh. que cette richesse, cette complémentarité est certainement bénéfique. Il y a énormément de changements qu'il y a eu depuis, ces 20 dernières années, qu'ils soient, climatiques, qu'ils soient au niveau du respect de l'environnement, de nos progrès, en termes de vinification. Et de recherche, qu'ils soient dans la communication, la commercialisation. Quand j'ai démarré, il y avait pas d'email. Ouais. Voilà. Il y avait pas on a fait les premiers sites internet, ça peut paraître, préhistorique, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, qui ont marqué ces 25 dernières années. Je crois que Bordeaux rentre dans un âge d'or fabuleux. Il y a, une remise en question permanente sur tous les fronts, un réinvestissement de tout ce qu'on a pu, gagner, ces dernières années qui fait que on est tous motivés pour toujours faire mieux, aller plus loin, et je crois qu'il y a un niveau de qualité actuellement à Bordeaux qui est fabuleux. Mmh. Est-ce que, vous avez des souvenirs de jeunesse ou d'enfance ici? Est-ce que le château, par exemple, était habité par votre famille? Alors on avait la chance d'avoir 2 autres propriétés, OK. donc une à Sauternes où étaient mes arrière-grands-parents OK. et une dans le sud des Graves où on faisait aussi du vin blanc sec, et c'était 2 maisons qu'on habitait. Ici, c'était plutôt une maison de travail. On y D'accord. venait pour la journée, recevoir du monde, Ouais. voir l'équipe, donner un coup de main, mais c'était pas une maison, qui était habitée parce que c'était une maison de travail. Donc il y a un attachement, mais qui est pas le même, qui est pas la même nostalgie qu'un endroit où vous avez pu, spécialement, jouer, dormir, et cetera. Alors, hem, en réalité, il y a un attachement très fort Mmh. et c'est quasiment un attachement multisensoriel. Depuis que je suis toute petite, quand je suis à Aubailly, je suis totalement, émerveillée par les lumières, les odeurs, par cette coupe magique, par ce site qui est un site authentique. Cette maison a une âme, et par l'ambiance qui y règne. Et c'est d'ailleurs souvent quelque chose que nos visiteurs nous retournent en nous disant: «Cette maison, est vraie». Je crois que l'accueil aussi Mmh. est juste et sincère. On aime partager notre passion, mais je suis très attachée à cette terre par ce qu'elle génère de beau, de serein, de paisible. C'est un vignoble qui existe depuis presque 800 ans. Donc il y a une dimension temporelle et intemporelle qui est extrêmement forte. Voilà, ça nous dépasse en fait. Mmh. Comment ça fonctionne pour vous quand justement il y a une nouvelle famille qui, devient propriétaire, de cet endroit? Comment est-ce que ça a fonctionné entre vous? Parce que pour vous, ça peut générer un petit, pas un conflit, mais une petite, un inconfort. Le fait d'être, chez soi, mais pas vraiment chez soi, en fait. D'ailleurs pour vous ou pour la famille, propriétaire. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer ça? Ah, Bob Wilmer, c'était un homme absolument extraordinaire, grand humaniste et je crois que tout s'est inscrit dans une grande relation de confiance et de respect. Moi, j'ai eu cette chance extraordinaire qu'on me donne, heu, la possibilité de réaliser ce rêve, et je l'ai fait avec beaucoup de passion. Donc je pense que pour lui, c'était aussi une chance d'avoir quelqu'un qui n'était pas dédié à 100 mais à 200 ou 300. C'est pas un métier qu'on fait à Mmh. moitié en vérité. Et puis pour moi, c'était une chance d'avoir quelqu'un qui, était passionné par ce qu'on faisait et qui nous permettait d'avoir les moyens d'investir, d'aller plus loin, voilà, d'avancer. Et ça,
lui en suis infiniment reconnaissante. Aujourd'hui, il est décédé en 2017. Aujourd'hui, c'est son fils, Chris Wilmers, qui a pris la tête de notre conseil, qui est un conseil de famille, puisque ce sont tous les enfants qui sont réunis de la deuxième génération qui sont réunis dans ce conseil. Et ça reste donc une propriété familiale avec la possibilité d'avoir des décisions qui sont prises de manière intelligente et rapide. Et donc vous êtes présidente aujourd'hui du château Bailly. Donc comment ça fonctionne? Comment est-ce que vous répartissez un peu justement cette gouvernance? Comment est-ce que vous faites fonctionner ça? Alors moi, je suis présidente exécutive. D'accord. Voilà. Et Chris Wilmers est président du conseil de surveillance. Donc voilà, et on se parle très souvent. On a la chance extraordinaire que Chris soit professeur d'écologie et de sciences environnementales. Okay. Donc aujourd'hui, c'est tout ce dont on a besoin comme expertise. Ouais. Et on se parle énormément parce que évidemment c'est un grand soutien, mais tout l'intéresse, et puis il est passionné de vin comme d'ailleurs toute la famille, et du coup voilà, ça donne une discussion passionnante. Ouais, et puis c'est pratique parce que lui il comprend aussi qu'une vigne, ça fonctionne d'une certaine manière, que ça fait du raisin, que c'est une fois par an. Enfin, je suppose qu'il a aussi une bonne connaissance. Voilà. On est dans le temps long, absolument. Agronomique. Et oui, c'est vraiment tout ce qui est écologie et sciences environnementales. Voilà, il connaît bien son sujet. Il est d'ailleurs un grand expert reconnu aux États-Unis, et donc c'est une source de savoir et de connaissances pour nous qui est très importante. On disait en introduction que vous voyagez beaucoup pour le vin, ou en tout cas que c'était un des éléments qui était une composante de votre métier. Vous avez toujours voyagé énormément dès les années 2000? Oui. Oui, parce que le monde des grands vins de Bordeaux, de manière assez étonnante, le marché de ces grands vins fait que vous devez être partout. C'est-à-dire qu'on a souvent affaire à des gens que vous allez rencontrer à Hong Kong, mais qui ont une maison au Canada, une cave en Angleterre, voilà. Donc c'est quand même assez important de pouvoir offrir notre vin dans les principaux marchés de la planète. Aujourd'hui, on est peut-être vendu dans 90 pays, avec une dominante forte du marché anglais, américain, suisse, mais aussi asiatique, scandinave, allemand. Enfin, on a la chance d'avoir de très beaux marchés qui sont fidèles à Obéi chaque année. Et ça, c'est une chance. Mais il faut les visiter. Il faut aller à la rencontre des clients fidèles, des jeunes consommateurs. Il faut, voilà, c'est merveilleux parce que les gens qui aiment le vin aiment la vie, ils aiment les arts, ils aiment beaucoup d'autres choses. Et vous rencontrez toujours des personnes extraordinaires quand vous voyagez. Et ça, c'est aussi une des grandes richesses de notre métier. C'est vrai que ça, c'est un bon dénominateur commun, le vin. Quand on voit vin quelque part, en général, ça rassemble d'autres éléments. Enfin, déjà, ça rassemble la gastronomie. En général, une personne qui est passionnée par le vin aime bien manger et déguster des belles choses. Et puis après, quand on aime le vin et la gastronomie, c'est qu'on aime tout le reste. Donc du coup, c'est assez facile de nouer des relations avec ces personnes-là. Ça, c'est pour sûr. Comment est-ce que vos enfants sont venus à Obéi? Alors mon fils, oui, mon fils a 16 ans et il est venu de même que je le faisais quand j'étais petite avec mon grand-père. Dès l'âge de 3 ans, j'étais toujours dans ses bottes. Et il y a eu entre autres cette période de Covid où nous, on ne s'est pas arrêté, l'agriculture s'est pas arrêtée. Donc je venais ici tous les jours et je pouvais pas laisser mon fils qui à l'époque avait 10-11 ans tout seul à la maison. Donc il est venu et c'était une période extraordinaire puisque la nature était encore plus sauvage, plus comme exaltée pratiquement. Donc il s'est imprégné de tout ça. Et puis, comme je vous le disais, c'est pas un métier qu'on fait à moitié, ni même à 100%, mais plutôt à 200 ou 300%. Donc il est imprégné de cette propriété. Et vous en parlez ensemble souvent du coup? Ma question c'est, est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de transmettre un petit peu ou
pas spécialement? Je crois que c'est important que les enfants trouvent leur voie, Ouais. donc je voudrais pas qu'ils l'influencent en quelque manière que ce soit. Mais s'il se passe la même chose que pour moi, j'ai été influencée par cette nature extraordinaire et par cette dimension, voilà, très complexe du contexte. Donc je ne sais pas ce qu'il en gardera, mais c'est à lui de trouver sa voie. Mmh. Bah, ce que moi j'ai pu voir au fur et à mesure des interviews que j'ai pu faire et des personnes que j'ai pu rencontrer, c'est plutôt le fait qu'il y ait enfin, en fait, c'est pas de diriger quelqu'un, quelque part et je pense que ça a pas été votre cas. C'est justement qu'il y a une sorte de prégnance, voilà, le fait que ce soit là, le fait de partager des moments comme ça qui plus tard d'ailleurs vous en êtes l'exemple parce que c'est pas ce que vous avez fait tout de suite, c'est venu, un tout petit peu après. Le fait que plus tard, confronté à d'autres, opportunités professionnelles, à d'autres mondes, d'autres villes, on se dise: «Ah mais quand même en fait ça me manque», enfin que ça crée une sorte de souvenir ou de Madeleine de Proust quoi, d'être dans les vignes. Absolument. Je crois que c'est très important de voir d'autres choses avant, pour pouvoir, réaliser la chance que c'est d'être, ancré, Mmh. à une terre et de pouvoir, réaliser en fait, le fruit du travail de la vigne et du vin qui est quand même, un produit, multiculturel, civilisationnel, c'est ancestral. Voilà, on n'est pas dans l'industrie, on n'est pas dans avec tout le respect que j'ai pour l'industrie, mais on est très dépendant de la nature, donc il y a une humilité qui se raccroche à notre métier qui est très forte, puisque même si on a envie de faire le plus grand vin du monde chaque année, on ne fera jamais que le vin que le bon Dieu ou la nature nous permettra de faire. Mmh. Donc chaque année, il faut remettre le, le travail sur l'ouvrage. Donc et puis reprendre, se réinventer, ne jamais avoir des recettes préétablies parce que c'est là qu'on se Mmh. trompe. Et puis aller de l'avant. Mmh. Les propriétés que vous mentionniez, précédemment, que votre famille avait aussi donc, à Sauternes et dans le Dans le sud des Graves. dans le sud des Graves, est-ce que c'est des propriétés que vous avez conservées ou vous avez aussi vendues, en même temps que Obéi? Alors la propriété de Barsac a été vendue 1 an après Obéi, OK. malheureusement, parce que c'était un petit bijou. Et puis celle du sud des Graves, ma grand-mère y a habité jusqu'à il y a très peu de temps, et mon cousin vient de la reprendre et Ah l'a magnifique. relancée, oui. Magnifique, très chouette et justement vos grands-parents vous ont vu, prendre en main Obéi, pendant toutes ces années? Oui, oui, oui. Mon grand-père est décédé en 2009 et puis ma grand-mère est décédée il y a 2 ans. Donc j'ai eu la chance de les Ouais. avoir à mes côtés pendant pas mal d'années. Mmh. Et vous leur aviez déjà partagé le projet de chez à l'époque ou pas encore? Ma grand-mère, oui. Mon Ouais? grand-père était décédé. OK. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle disait à ce moment-là? C'était Elle était, assez émerveillée parce que, d'avoir la possibilité de réaliser un outil qui est à la fois, si complexe et si précis, c'est une chance qu'on met au service de la viticulture. Et sachant que le même travail, le même degré de précision, de réflexion, on le met aussi au service du vignoble. On Mmh. est en permanence en train de regarder comment on peut faire évoluer et améliorer tout ce qu'on fait dans les vignes. Donc oui, il y a une évolution qui est juste, incroyable actuellement et c'est pas terminé. Ah oui, alors justement, c'est pas terminé parce que quand on voit tout ça, est-ce qu'on peut pas se dire, le jeu est un peu fini pour Obéi? Enfin, on est un peu arrivé au bout là de la simulation, Je crois qu'on a encore beaucoup de choses à Ouais. apprendre. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver et qui vont nous aider pour aller encore plus loin, Mmh. oui. Mmh. Bon déjà, il faut profiter de ce chai, effectivement, ça Mmh. c'est dommage, de juste s'arrêter là. Vous êtes du coup en plein travaux là, en face du château, on a vu. Alors, j'ai entendu dire que c'était un sujet sensible, pour vous, donc, au-delà des délais, qui sont, apparemment assez, restreints, vous allez ouvrir, davantage de possibilités, œnotouristiques, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'on transforme, on réhabilite nos anciens chais en nouveaux espaces de réception. Donc il y aura, en fait, Obéi a la particularité
de recevoir les gens qui nous visitent de manière très intime et très exclusive. Donc, on n'a pas de visite groupée. Je crois que le nombre moyen de visiteurs par visite, c'est 2,5. Donc, Ah c'est oui, vous donc c'est dire rien si... du tout, ouais. Voilà. Ouais. Par contre, du coup, ça implique d'avoir plusieurs lieux de dégustation, parce qu'il peut y avoir des dégustations concomitantes. Mais on aime donner voilà, de notre temps de manière un peu personnelle, puisque chaque visiteur a une connaissance plus ou moins évoluée de nos métiers ou de Obéi. Donc voilà, il faut lui permettre d'avoir différentes expériences, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec ce projet. Et donc ça, c'est standardisé, entre guillemets, enfin, c'est une offre œnotouristique qui est standardisée, je vais sur le site de Obéi et je peux réserver une visite pour deux, ou c'est plus personnalisé justement en fonction de... Alors, toutes nos visites sont personnalisées, Ok. mais effectivement, sur le site de Obéi, vous pouvez déjà vous inscrire pour des visites que vous appelez standardisées, Ouais. mais qui Ouais. resteront quand même personnelles. Ouais, bien sûr. Voilà, donc oui. Ok. Mais on s'adapte à nos visiteurs. Et ça, vous l'avez toujours fait? Est-ce que à la fin des années 90, vous receviez déjà beaucoup au moment où vous êtes arrivé? On a toujours reçu, puisque quand j'étais petite, je venais avec mon grand-père Ah, tous c'est les vrai? jours ici recevoir du monde, et ma grand-mère faisait souvent des repas pour 20, 30 ou 40 Ah ouais. personnes, et on l'aidait en cuisine, et c'est elle qui m'a appris à recevoir, qui m'a appris à... Voilà, donc chez nous, ça fait partie de notre culture depuis toujours. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne quand parce que nous, on a la chance de faire ça, mais de pas le faire tous les jours. Donc en fait, d'ailleurs, pour vous, c'est un peu enfin, pour vous, c'est complètement l'inverse, en fait. Parce que nous, on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc quand on vient faire un dîner ou un déjeuner dans les vignes, dans les châteaux, etc., bon, bah, moi, forcément, je suis super content et je passe un super moment. Enfin, à chaque fois, c'est des beaux plats, des bons vins, les bons endroits. Forcément, pour moi, c'est un plaisir. Mais potentiellement, pour vous, c'est la 5e fois de la semaine que vous faites ça? Non, je crois que c'est une chance, parce que chaque moment, en fonction de qui vous êtes, vous allez avoir une émotion ou des émotions diverses et variées. Vous allez aussi partager avec nous cette passion, et à chaque fois, nous, on en retire aussi une formidable richesse. Et l'émotion, c'est la clé. Je crois que la raison pour laquelle on a ce métier si dur dans les vignes, pas simple dans le chai, pour à la clé, après plus de 3 ans, réaliser une bouteille de vin qui va, elle, dans certains cas, durer un siècle. Le fait que des gens s'y intéressent, le fait que des gens essayent de comprendre, de déguster, voilà, ça génère une émotion. Et c'est pour cette émotion, je crois, qu'on fait ça. Donc c'est jamais une lassitude. Et vous continuez à avoir des émotions avec Obéi après toutes ces années? Ah oui, Ouais. tous les jours. Ah, c'est vrai? Oui, d'abord c'est une joie. Je crois que c'est une joie, c'est un honneur, c'est une responsabilité, c'est une équipe merveilleuse avec laquelle j'aime travailler, c'est des gens que j'aime recevoir, soit des clients que je connais maintenant depuis longtemps, soit des nouvelles générations qui arrivent, donc on s'ennuie jamais. Est-ce que Marine, t'as une question? Moi, par exemple, est-ce que vous pouvez aussi me parler un peu du travail que vous avez pu faire dans le ligne, sur Alors, je vais juste répéter la question parce que du coup, avec le micro, je sais pas si vous avez entendu, mais donc Marine demandait, on a beaucoup parlé du chai. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler des changements que vous avez vus dans les vignes et des changements que vous avez réalisés dans les vignes? Alors, les changements sont très importants, puisque notre viticulture s'est complètement adaptée au changement climatique, ou nous l'avons adapté au changement climatique. Et ce qu'on faisait, par exemple, au début des années 2000 ou à la fin des années 90, comme rehausser le feuillage, par exemple, pour gagner, avoir un peu plus de sucre et donc un peu plus d'alcool, un peu plus de densité. Aujourd'hui, avec les étés très chauds qu'on a, on est en train de le rebaisser, on l'a déjà rebaissé, pour justement éviter d'avoir trop d'alcool dans les vins. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres choses. Obéi a cette chance de n'avoir jamais utilisé de désherbant. Donc nous n'avons jamais, dans l'histoire d'Obéi, utilisé le moindre désherbant. On a pratiqué des labours
pendant toujours, toujours le labour, le bêchage, on faisait tout à la main. Et puis on s'est aperçu il y a quelques années que les labours, c'était une pratique qui était formidable puisqu'on n'utilisait pas de désherbant, mais ça abîmait quand même les vers de terre. Donc on a complètement changé nos pratiques et aujourd'hui on travaille avec des couverts végétaux et on essaye de préserver toujours davantage la vie des sols. Donc voilà, donc je pourrais vous citer encore 30 exemples, mais le dernier étant par exemple qu'on a depuis 2 ans notre premier robot dans les vignes, qui est un petit tracteur très léger, qui ne tasse pas les sols, qui travaille à la précision du millimètre, ce que même un formidable tractoriste n'arriverait pas à faire. Donc on gagne toujours en soin, en attention, en précision, dans chaque mouvement, chaque gestuelle. Et Dieu sait s'il y a un nombre d'heures de travail devant chaque pied de vigne qui est colossal, surtout quand ils commencent à vieillir et qu'on les accumule, c'est impressionnant. Si c'est cumulé, c'est impressionnant. Ouais. Tu voulais follow-up, Marine, sur cette question? C'est bon. Si vous aviez l'opportunité de vous recroiser juste avant de rentrer dans le bureau de... C'est Rob Wilmers, c'est ça? Bob Wilmers. D'accord. Bob. Si vous aviez l'opportunité de vous glisser un mot juste avant de rentrer dans le bureau de Bob Wilmers pour lui dire j'aimerais rester et faire quelque chose, qu'est-ce que vous vous diriez à ce moment-là? J'aimerais rester. Qu'est-ce que vous voulez dire En 97, oui. Vous êtes allé voir Bob Wilmers pour lui. Si vous aviez l'opportunité de vous glisser à vous-même un mot dans l'oreille juste avant de lui parler, justement. À l'époque ou aujourd'hui? Ouais, à l'époque. Enfin, avec votre connaissance d'aujourd'hui, mais si vous aviez l'opportunité de vous revoir à ce moment-là. De lui dire un mot. À l'époque, je lui avais parlé de cet âge d'or incroyable qui était l'œuvre de Alcide Bello des Minières, qui avait réussi à pousser Aubailly au même niveau que les premiers crus classés. Donc pendant 70 ans, Aubailly s'est vendu au même prix que Lafite, Latour, Margaux et Aubryon. Et il y avait cette reconnaissance de ces vins de Aubailly, puisque le prix est le reflet du marché, mais il est aussi le reflet d'une qualité. La qualité n'est pas la qualité, le fruit d'un travail. c'est pas quelque chose d'acquis. Et je m'étais engagée en fait à ce qu'on retrouve ce niveau de qualité de ces grands vins du début du XXe siècle. Aujourd'hui, je pense que il y a une curiosité pour le monde de demain et ce qui nous attend, parce qu'il y a tellement de choses nouvelles qui vont arriver, qui vont être absolument passionnantes, que je crois qu'on aurait envie de rester là pour regarder ce qui va arriver. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez arriver justement quand vous dites ça, est-ce que vous parlez de nouvelles régions, de changements Non, je crois que l'adaptation à tout ce qui arrive pour nous est un enjeu, et Aubailly est connu pour la constance de qualité de ses vins, la consistance de son terroir, et continuer à être en mouvement, continuer à garder son âme, à être soi, à préserver le style des vins de Aubailly qui est remarquablement identifié et déterminé. Aubailly ne suit jamais les modes, mais il va falloir aussi être capable de s'adapter à tout ce qui nous arrive. Donc en conservant cet ADN très fort et ce style très net, qui est fait d'élégance, qui est fait d'un incroyable équilibre, d'une capacité à durer, à bien vieillir, et ça c'est la magie des grands vins de Bordeaux. Il y a cette... Aujourd'hui, on a la chance de faire des vins qui peuvent se boire jeunes. Là, vous avez dégusté les 2022, qui est un millésime énorme, mais qui est incroyablement buvable pour un millésime jeune. Ouais. Mais si vous dégustez 2021, c'est pareil. 2020, 2019, il y a une élégance dans les 2019 qui est juste magique. On peut les boire jeunes, mais je crois que la magie des grands vins de Bordeaux, c'est quand même aussi de pouvoir traverser le temps. Donc, quel que soit le moment où vous les buviez, vous allez vous réjouir. Ouais, ce qui est un élément fascinant avec Bordeaux, parce que
on a parfois entendu parler de Bordeaux bashing, ou en gros, le vin de Bordeaux, c'est un petit peu dépassé et on a envie d'autre chose et tout ça, ce qui est peut-être vrai dans certains cas et peut-être pas vrai, mais en tout cas, ce qui est l'expression plutôt de la redécouverte aussi d'autres endroits comme étant qualitatifs. Parce que je pense que c'est un peu un mouvement de balancier. Si pendant des années on dit il y a que Bordeaux, bah forcément le revers de la médaille fait que pendant quelques années on va dire bon bah en fait Bordeaux c'était pas fou, il y a plein d'autres choses. Mais ce qui est fascinant, c'est que dans tout ce que vous dites là, on a justement cette constance et ce fait de devoir traverser le temps. Et en fait, il y a de grandes chances que dans 10 ans, on continue de boire du vin de Bordeaux et dans 100 ans également et bon, dans 1000 ans, j'espère aussi, mais c'est intéressant de justement prendre du recul historique sur la consommation de vin de Bordeaux. Je m'étonne toujours de ce Bordeaux bashing parce que je pense que Bordeaux a toujours été et est une région incroyablement ouverte sur le monde. Si vous regardez, ne serait-ce que les œnologues conseils qui sont allés donner des conseils aux quatre coins de la planète, ou même des propriétaires qui sont allés investir et aider d'autres régions viticoles à découvrir leur terroir, faire mieux, progresser. Si vous regardez ce qui se passe dans la ville même de Bordeaux avec la Cité du Vin, qui n'est pas une Cité du Vin de Bordeaux, mais une Cité du Vin du monde. Quand vous y allez pour une visite, vous apprenez sur les vins du monde entier. Et on peut déguster des vins du monde entier. Et on peut déguster des vins du monde entier. Si vous allez dans les restaurants à Bordeaux, Bordeaux est la seule ville viticole au monde qui serve autant de vins de partout. Si vous allez n'importe où dans d'autres régions viticoles, vous buvez des vins régionaux. Donc Bordeaux a cette ouverture d'esprit tournée vers les autres et vers l'étranger, qui est incroyable. Et cette curiosité. Et le Bordeaux bashing qu'on a pu subir depuis quelques années est quelque chose qui est surprenant et je pense totalement infondé. Il y a d'ailleurs un livre qui vient de paraître, Défense des vins de Bordeaux, par Jean-Luc Schilling, Jean Le Gall et Jean-Paul Kaufmann. Et je pense qu'il faut lire ce livre parce que il se passe à Bordeaux, surtout actuellement, une révolution dans tous les domaines que je ne peux que vous inciter à suivre. C'est fascinant. Ouais, je suis ultra aligné avec ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais je pense que c'est un mouvement entre guillemets, ou en tout cas une forme de pensée qui a été très française. Je suis pas sûr qu'il y ait eu une décroissance des vins de Bordeaux dans tous les autres marchés mondiaux, quoi. Enfin, je suis pas sûr que... Quand on voyage, on voit que les gens continuent à boire du Bordeaux et à aimer Bordeaux. A priori, c'est peut-être un peu localisé. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué mais qui vous tient à cœur? Je crois que c'est important, oui. C'est dans le prolongement de ce qu'on dit. Je pense que l'éducation du vin et de la consommation est quelque chose d'extrêmement importante. On parle beaucoup des dangers de l'alcool, on parle beaucoup de tout ça, mais le vin, c'est pas juste de l'alcool, c'est beaucoup plus que ça. C'est un moment de partage, c'est un moment que ce soit familial ou amical, autour d'une bonne table. C'est un moment de détente, c'est un moment de conversation. On peut aimer plein d'autres boissons, mais je crois qu'autour d'un grand vin, on n'a jamais les mêmes conversations. Et je pense qu'il faut continuer à transmettre cette envie de partager, de découvrir, de s'intéresser, parce que dans un grand verre de vin, il y a beaucoup plus que juste de l'alcool ou du vin. Ouais, et moi je le dis souvent dans ce podcast, mais je suis aussi fasciné du fait que le vin m'emmène dans des endroits dans lesquels je serais pas allé autrement, et de découvrir des régions, de découvrir des personnes qui travaillent sur ces régions, de découvrir aussi des personnes qui me montrent leur région, qui me disent bah tu vois, je sais pas, il y a telle montagne à cet endroit-là qui fait que on a de l'air plus ou moins chaud, plus ou moins frais, les inclinaisons sont de telle ou telle manière, et les anciens sur cette terre ont décidé de mettre tel cépage parce que c'était plus adapté, et en fait c'est fascinant de voir que dans une bouteille de vin, il y a effectivement bien plus que juste une boisson ou de l'alcool, mais enfin, un savoir-faire culturel, ancestral, ça moi je trouve ça vraiment fascinant. Donc du coup, il faut écouter ce podcast. C'est Véronique Sanders vous demande de poursuivre d'écouter ce podcast qui contribue à l'éducation sur ce sujet, sans aucun doute. C'est vrai, bravo.
Je pense qu'on a fait un beau tour de Obadi. On a découvert plein de choses. Merci Véronique pour votre temps. C'était vraiment un plaisir d'échanger ensemble à cette occasion. Il me reste 3 questions qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. La première, c'est est-ce que vous avez un livre à me recommander sur le vin? Alors, un livre seulement, ce serait choisir et renoncer, il ne faut pas. D'autant que mes premières études étaient littéraires, donc voilà. Je crois qu'il y a beaucoup de livres que vous pouvez dans lesquels vous pouvez vous plonger pour parler de l'univers du vin. Je vais pas évoquer évidemment le Nouveau Testament dans lequel plusieurs centaines de fois est évoqué le vin, qui est le sang du Christ. Mais on pourrait parler par exemple de la physiologie du goût de Brillat-Savarin. Qui est dans ma bibliothèque. Je l'ai pas encore lu, mais qui est le premier livre sur les accords mets et vins, fantastique. Et ça, je crois que c'est un livre incontournable. Dans les livres incontournables, il y a évidemment ceux d'Émile Peynaud, que ce soit le goût du vin ou les conversations qu'il a pu avoir. Mais ça, c'est une bible. Je crois que c'est passionnant. Et puis il y a un tout petit livre qui s'appelle le livre des vins rares ou disparus. D'un auteur qui s'appelle Goulaine. Et ça, ce petit livre, je l'ai lu quand j'ai démarré. Et c'était aussi une ouverture vers le monde. Et c'est là qu'on comprend que le vin est une philosophie de vie. Et il voyage un peu sur tous les continents. Et le vin nous fait voyager. Il nous fait voyager dans le temps et dans l'espace. Donc ça, c'est merveilleux. Et puis le livre que j'évoquais tout à l'heure, évidemment, sur la défense des vins de Bordeaux, pour que vous soyez tous des ambassadeurs de Bordeaux. Bon, ça nous fait pas mal de recommandations. Je les ai pas tous lus, loin de là. Mais effectivement, la physiologie du goût de Brillat-Savarin, je me suis dit qu'une personne qui a donné son nom à un si bon fromage ne peut qu'avoir écrit des belles choses. Donc, il faut absolument que je le relise. Est-ce que vous avez une dégustation coup de cœur récente? Alors, j'en ai beaucoup, mais il y en a une qu'on a faite l'an dernier pour célébrer un petit peu avec le millésime 2023 les 25 ans de la famille Windmers à Aubailly, qui est en plus concordé aussi avec mes 25 ans. Et de pouvoir aligner 25 millésimes côte à côte. C'est un peu se dévoiler complètement, se mettre à nu, c'est-à-dire qu'on va oser présenter un 2013 à côté d'un 2009 ou 10, donc on montre tout. Les très grandes années à côté des années qui ont été plus difficiles, et ça c'est assez prodigieux parce que c'est là qu'on comprend vraiment ce qu'est un grand terroir, sa constance, et aussi le souhait que les hommes qui en prennent soin mettent pour conserver ce style qui est très identitaire. Et quand sur 25 millésimes, vous voyez une progression, une précision, vous voyez beaucoup de choses, mais vous avez des fondamentaux qui restent très forts. Ça, je crois que vous pouvez faire confiance en la propriété. Ouais, c'est toujours passionnant de faire des verticales comme ça sur des années et des années, c'est spectaculaire. Et enfin, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer? Alors, la prochaine personne que vous devriez interviewer, c'est peut-être Emmanuel Ondré, le directeur de l'Opéra de Bordeaux. Ah oui? Qui, en rentrant dans ce chai, a eu un coup de cœur et qui a immédiatement perçu l'acoustique qui y régnait, et qui pourrait vous parler de la composition, que ce soit de la composition du vin, de la musique, de ce qui nous réunit. Il a fait venir d'ailleurs le chœur de l'Opéra de Bordeaux ici, au cœur du chai, et c'était un moment absolument magique, où nos passions s'unissaient. J'ai ensuite eu la possibilité d'amener les négociants déguster un de nos derniers millésimes dans les combles de l'Opéra à Bordeaux, et ça aussi c'était un autre moment magique. Donc quand on partage des passions, on partage des moments merveilleux. Comptez sur moi, ce serait avec plaisir. C'est vrai que ce serait un parallèle intéressant, la composition musicale et la composition du vin, comprendre aussi comment lui met en accord autant de personnes, comme vous pouvez mettre en accord
autant de parcelles ou de vignes différentes, ce serait peut-être un parallèle intéressant sur l'art de vivre de manière générale, sur ce qu'on partage, sur ce qui nous réunit. Et puis comme ça me donnera un avant-goût de la saison d'opéra à Bordeaux avant d'y emménager peut-être un jour et d'en profiter pleinement. Entendu, merci beaucoup Véronique pour le temps que vous m'avez accordé cet après-midi. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite encore des très belles années à Obéi. C'était vraiment chouette. Pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, merci d'avoir été présents jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette interview, évidemment, n'oubliez pas de la partager. Véronique, merci beaucoup et à bientôt. Merci Antoine.